Bonjour et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve avec votre équipe habituelle, donc Phil, Jean-Luc et moi-même Quentin. Baptiste qui aura malheureusement un petit peu de retard et Louise qui est totalement indisposée en ce moment. C'est moi qui la remplacerai pour la chronique news. Et aujourd'hui, nous accueillons Phil et Stéphane de Connecti qui vont se présenter très rapidement. Bonsoir à tous, Philippe, donc j'ai 51 ans et je suis l'un des fondateurs de la plateforme Connecti et je viens du monde de l'industrie puisque j'ai une carrière de 30 ans dans l'industrie. Voilà. Donc, moi, c'est Stéphane, 40 ans, et je m'intéresse à la blockchain depuis 2014, fin 2014, et je suis principalement intéressé par les phénomènes de gouvernance. Et donc, je suis le président de la plateforme Connecti.info et un des cofondateurs, avec deux autres personnes que je peux citer qui ne sont pas là, qui sont David Juan et Olivia Lirol, qui est notre CEO et qui malheureusement ne pourra pas être là ce soir. Il y avait une grosse négociation. Ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, on lui souhaite le meilleur du monde pour cette négociation. C'est C'est ça. jamais facile. Eh ben, écoutez, moi, je propose qu'on reparle de tout ça dans le grand débat, justement, qui portera sur Connecti. On va faire la petite review des marchés, les marchés classiques, enfin des marchés crypto, pardon. D'ailleurs, on espère un petit peu de mouvement, un potentiel break haussier. Enfin, je vais peut-être pas trop m'avancer non plus. Et puis la petite rubrique news, et après c'est parti. Jean-Luc, Phil, quelqu'un veut commencer? Phil, peut-être, vu que tu reviens de vacances, qu'est-ce que t'en penses? Pour réenquiller le ce matin. T'as raison. Faut me faire bosser un petit peu quand même. J'étais en train de préparer un truc chouette, donc en fait, je préférerais laisser Jean-Luc commencer pour un petit coup. Ça, je prépare le graphique et après je posterai ça et comme ça, je ferai mon argumentation par rapport à ça, puisque on va parler du fameux truc qui m'a valu ma réputation d'or dans le milieu de la crypto, à savoir ma comparaison par rapport au crack de 2014. Et on va revenir dessus. Vous allez voir, c'est quand même assez étonnant. Donc, laisse-moi 2 minutes finir mon graphique. Je laisse la parole à Jean-Luc Jean et on en reparle juste après. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai hâte d'écouter la petite pépite de Jean-Luc. Salut! Bonsoir les gars, merci d'être là, Stéphane, Phil. Euh, le marché cherche une direction et on est sur un point clé avec deux groupes principaux qui s'affrontent Est-ce sur que tu la aurais un pointe. graphe à nous soumettre dans le chat live? C'est le même graphe qu'on a vu la semaine dernière, mais je vais le refaire. Je vais le refaire si vous le souhaitez. C'est toujours le graphe où le mensuel en fait s'entrechoque avec le semaine. Et on arrive sur un triangle de compression que tout le monde a bien vu, un triangle de compression avec une zone d'apex qui commence à se faire attendre, une sortie de cet apex, de cette pointe. Donc on a deux groupes principaux qui sont en opposition et on attend une sortie par le bas ou une sortie par le haut. Quel pourrait être un déclencheur? Ça serait que le troisième groupe, par exemple le daily, vienne dans le sens d'une cassure par le bas ou d'une cassure par le haut. Ça, on ne peut pas savoir pour l'instant. Mais le signal, ça va venir vraiment d'une bougie qui devrait... Alors, je vais mettre cela dans le live de ce soir. Il est où? Voilà, ok. Dans le chat live, c'est toujours le même graphe. Hein. On attend une sortie dans un sens ou dans l'autre, dans ce niveau d'Apex. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'on était repassé un petit peu sous la moyenne mobile 20 journalière. Et on s'est remis par-dessus. Donc, un petit avantage pour les bulles si on venait à casser au moins les 6008. Mais c'est vraiment à peine un petit avantage léger. Mais de toutes les façons, il faudrait une bougie qui fasse au moins 1000 ou 1500 dollars. Vraiment un signal puissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a essayé un petit peu de partir, mais c'est un petit peu un pétard mouillé parce qu'on n'a pas de la propagation. C'est-à-dire qu'on essaye sur du 15 minutes, il y a une petite impulsion et boum, il y a une mèche et derrière, on lâche la position. Donc, c'est vraiment, il n'y a rien de puissant. On teste, mais il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Là, on a eu aujourd'hui une petite impulsion sur le 15. Là, un petit relais sur le 30, mais ce n'est pas assez sérieux. Il faudrait vraiment une belle bougie, une propagation en 1 heure, 2 heures, 4 heures, et vraiment quelque chose en semaine ou en daily qui fasse au moins 1000 ou 1500 dollars sur une clôture hebdomadaire.
et qu'on arrive au moins à aller toucher la zone 7390, 7004, on va dire. Et là, déjà, ça sera quelque chose de sérieux au niveau bulle. Et on pourra se remettre le repère mobile, c'est-à-dire la 20 semaines qui était baissière, peut-être par-dessous les cours et éventuellement avoir tous les groupes dans le même sens. Et à ce moment-là, on pourra faire éventuellement un buy and hold, c'est-à-dire un investissement de long terme, c'est-à-dire acheter et conserver l'actif, parce que les 3 groupes dominants les repères seront en dessous des cours, donc on pourra travailler des tendances, alléger les positions, reprendre recharger renforcer la position, l'alléger, mais dans le sens bulle, c'est-à-dire de la même manière qu'on a fait la tendance baissière. Cette fois-ci, on en fera dans l'autre sens, on fera des allègements, des renforcements haussiers. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Quand on voit la volatilité en daily, c'est des petites bougies d'épée de mouche qui font même pas, combien ils font même pas un petit pourcent. Vraiment, c'est assez léger. Voilà. Sur les plus hauts de mèche, on a 1,42, 1,50. Donc très peu de volatilité. Vraiment une attente d'un camp, qu'un camp fasse basculer d'un côté comme de l'autre. Donc pour l'instant, on est dans l'expectative. Donc si on est prudent, on attend. On attend quoi? On attend des breakouts, on attend de forts volumes, on attend des belles bougies. Même si c'est un peu tard, on attend vraiment des signaux de confirmation. Et on fait attention de ne pas partir sur le première impulsion de 5 minutes ou de 15 minutes. On attend que ça se propage 15, 30, 60, 2 heures, 4 heures. Et là, on pourra commencer à être sur quelque chose de sérieux. Mais pour l'instant, c'est vraiment des petites pichenettes de rien du tout en intraday. Il faut éviter d'y aller parce qu'on perd de l'argent dans ces petits trucs. Dans ces petits trucs-là. On le voit aujourd'hui sur une journée comme ça, il y a un petit essai à 13 heures et puis derrière, ça part pas. Quoi. On reste dans des ranges. Donc, il n'y a pas de camp pour l'instant qui a envie de prendre une responsabilité dans un sens ou dans l'autre. Donc, on attend une belle bougie, qu'elle soit baissière ou haussière. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien. On est en range en daily, on est baissier en semaine, on est haussier en mensuel. Et on attend qu'un groupe fasse la différence, lequel, je ne sais pas, si je savais, j'aurais déjà mis l'héritage de tonton et la retraite de papa, ou de papy. Mais pour l'instant, c'est dans l'attente. On est en attente d'un signal puissant. Eh ben ça promet, hein. C'est vrai qu'on a une compression de prix Ouais, temps. Par contre, dans le temps arrive dans l'APEX et cette figure, force à force, à un moment donné, je sais plus, elle peut perdre de sa validité. Parce que dans les cours datés classiques, mais bon, c'est les cours datés classiques, on voit que les triangles de compression dans les apex, eh bien, on dit qu'il faut que ça sorte dans les 80%, dans les 75%. Enfin, il y a soi-disant des règles. Et plus on avance dans la pointe, en fait, plus ça va être pas forcément représentatif. Mais donc, ça serait bien que ça sorte incessamment sous peu pour qu'on ait quand même quelque chose d'assez, de pas trop subjectif, quoi. Parce que là, plus on avance sur la pointe de l'apex, et moins c'est interprétable en fait. Donc ça va être plus compliqué. Allez, moi je vais apporter un petit truc. Je suis d'accord avec 99%, donc comme ça au moins ça m'évite de dire beaucoup de choses. Ah, et le bébé qui se réveille. Salut Coco. Tu veux que je prenne le relais 5 petites minutes, Phil? Attends, écoute. Ça a l'air d'aller. Mets-lui la tétine et c'est bon. Bon, moi la seule chose que je vais changer, c'est comme d'habitude, pour moi ce qui m'intéresse c'est le contexte, les cycles. Je vous ai mis le graphique là que je viens de terminer, j'irai le partager après sur TradingView évidemment. Alors, si jamais pour nos auditeurs qui ne sont pas sur le Discord, allez sur notre groupe Facebook, vous aurez toutes les notifications, que ce soit le live, que ce soit le Discord, un peu tout, et vous aurez du coup accès aux chartes de Phil et de Jean-Luc, hein, si jamais. Oui, puis sinon, moi j'irai le reposter, j'irai en faire une analyse TradingView, parce que de toute façon, je reviens donc sur un chart qui a parlé énormément à l'époque, la comparaison à 2014. Vous disiez bien, il faut faire attention, ce qui est important dans le graphique, c'est pas nécessairement de dire c'est à peu près à cette heure-là, ce jour-là que ça devrait swinger, mais c'est de dire, ce qui est important, c'est de comprendre les cycles qui forment la psychologie qui termine un crack. Et on voit bien en fait que dans les deux cas, on a fini de la même façon, que ce soit en 2014 ou potentiellement aujourd'hui. Je vous rappelle que le but, après, moi je suis pas un suiveur de tendance, je dois donner un sens et je pose mes couilles sur la table, j'ose dire qu'il faut mieux acheter pour l'instant. D'ailleurs, je me suis positionné ce matin sur le Bitcoin. Donc le truc, c'est de dire maintenant, c'est pas forcément le bottom, hein, on risque d'aller plus bas que les prix actuels, mais de façon très marginale, et normalement, on devrait quand même avoir un swing haussier avant. Et ce swing haussier, si il se produit normalement à la suite de cette compression en triangle. C'est-à-dire qu'on voit bien, ça se comprime,
Moi, je disais bien il y a plusieurs mois, il y a deux façons de terminer ces cracks, soit vraiment un choc de volatilité baissière, le volume explose et le transfert de valeur entre les spéculateurs et les acheteurs de long terme se fait dans la brutalité, ou alors ça se fait au travers d'un cycle qu'on appelle la traversée du désert, c'est-à-dire une compression en triangle. Et on est en plein dedans depuis des semaines, et j'avais bien dit, si on continue là-dedans, que les Bollinger 20 jours s'écrabouillent, que les volumes deviennent anémiques, il ne faudra pas hésiter à se positionner en buy and hold. Maintenant, il faut être prêt à supporter que ça baisse de 10-15% plus bas que les prix actuels, ce n'est pas un problème. Ce qu'on voit, c'est par rapport au graphe que j'ai compilé tout à l'heure, là, en termes de cycle, on est donc bien à l'apex, comme disait Jean-Luc. Seulement, ce que je remarque, moi, c'est qu'en 2014, on avait fait quoi? En fait, derrière, on avait cassé à la fois par le haut, puis par le bas, ce triangle. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une structure qui est un peu plus pernicieuse, qu'on appelle la compression, c'est-à-dire la formation en triangle, avant une expansion, c'est-à-dire un triangle qui va se mettre en place dans l'autre sens, où on va casser à la fois des plus hauts et des plus bas, c'est-à-dire la volatilité va réaugmenter après cette compression. Donc, imaginez que le triangle va créer une tendance haussière. Faux. Imaginez que le triangle va créer de la volatilité. Oui. C'est-à-dire qu'on va casser par le haut, normalement d'abord, et ensuite venir chasser les stops en dessous. Donc, ça veut dire quoi? Si on extrapole à ce à quoi on est aujourd'hui, évidemment, la différence, c'est que quoi qu'il arrive ici, c'est des cycles qu'on recherche, c'est-à-dire une psychologie et en aucun cas une amplitude. Donc je vais donner des zones de prix qui correspondent à un report de ce qui s'est passé en 2014 par rapport à aujourd'hui, avec toute la mesure que ça a à prendre, c'est-à-dire ce qui compte, c'est de casser les niveaux équivalents et de rester dans des fourchettes. Donc dans une fourchette, ce qu'on voit sur le graphique que je vous ai placé, c'est qu'à l'époque du 12 mars 2015, on avait donc franchi ce sommet-là. C'est le sommet qui nous équivaut à ce qu'on a fait 25 juillet 2018, donc les 8500. Ce qui veut dire que normalement, on devrait marginalement passer au-dessus de ce sommet sans réussir à dépasser le swing précédent, à savoir 9900, les 10 000, qui correspondait donc à l'époque, au 13 novembre 2014, le swing qu'ils avaient fait à 450 $. Donc normalement, on reste très loin du sommet ici, donc nous, très loin des 10 000, mais normalement, on doit franchir 8005. Donc ça veut dire que si je ne me plante pas trop, on devrait trouver un swing haussier, en cassure haussière du triangle, pour tirer les prix au-delà de 8005, mais échouer très rapidement au-dessus, et ensuite aller casser le plus bas, c'est-à-dire aller casser les 6 000 $, aller chasser un max de stop, et normalement, c'est ici qu'on trouvera le dernier point bas, le point bas final. Et après, évidemment, on repart sur un cycle vraiment haussier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on se base sur ce qui s'était passé en 2014, il s'était passé la même chose en termes de cycle. Certains avaient duré plus longtemps, certains avaient été plus longs dans la durée et plus longs dans l'amplitude des prix qu'ils avaient reportés. Mais la psychologie, la formation des cycles reste la même. C'est vraiment c'est effarant de comparaison, de voir que c'était la même chose et de se dire, dans ce contexte-là, est-ce qu'on ne peut pas, comme d'hab, le passé ne présage pas du futur, mais il vaut mieux avoir quelque chose dans lequel se projeter quand on spécule, et c'est mon job. Moi, je me spécule toujours sur ce qui s'est passé en 2014. Dès le mois de mars, j'avais posé mes couilles sur la table pour dire voilà ce que j'attends, voilà ce que je traderai si ça se produit. Aujourd'hui, ça se produit. Je serais bien con de trader ça différemment. Ça me paraît plutôt pas mal, en espérant que tout ça se réalise. Oh, c'est en train de repousser un petit peu sur BTC, je suis à la charte. Bon, toujours en pète de mouche, hein, mais espérons que ce soit ce soir la bougie. C'est pas ce que je viens de parler. Non, je déconne, je rigole pas, mais il y a vraiment un mec qui m'a envoyé un mail en me disant c'est fou, ce matin tu dis d'acheter et BTC se réveille et tout. J'étais là, non mais tu crois vraiment que c'est moi qui fais les cours du BTC, quoi. Enfin bon, c'est quand même assez rigolo, quoi. Ah, j'y ai pensé aussi tout à l'heure, bon, peut-être pas en extrapolant comme ça, mais le jour où Phil revient et fait sa petite vidéo, enfin, c'est une coïncidence, hein, mais tu les cherches drôlement tes coïncidences quand même, hein. Non, Oh, quand même, je quand dis, même, arrête. je dis ça, je Pas ça plaisante. une seule seconde, non. Voilà. C'est fini pour toi, Phil? Parce que moi, il y a un petit point que j'aimerais aborder. Vas-y, moi j'ai tout dit. Yes, au top. Peut-être Stéphane, Phil, un petit ressenti avant que. Sur les cours du Ouais, Bitcoin? les cours un peu crypto, je crois que vous t'en êtes un petit peu détaché quand même. Mais Bah, d'un point de vue un peu oui, mais néophyte. bon, dans l'ensemble, on va dire que tout le monde attend un peu le positionnement des institutions pour voir si vraiment l'argent des
des gros fonds vont arriver à petite dose, ce qui changera quand même pas mal les cours. Après, à la prochaine réunion, apparemment, nous, on a notre avocat qui est proche, proche de la Banque mondiale et qui s'occupe de la création d'une crypto-monnaie au niveau en Afrique, là-bas. Donc, on Tiens, sent tu pourrais nous clairement en parler que- un petit peu dans la section news juste après, parce que ça, je pense, ça peut vraiment intéresser tout le monde, ce genre de choses, ou d'action même. Ok. Et enfin, on voit que du coup, il y a une prise de conscience des institutions et que ça devrait ramener de l'argent institutionnel dans les crypto-monnaies. Et il y a des Ouh. chances que le BTC en bénéficie. J'adore ces mots quand ils sont dits ensemble. Non, je plaisante. Pour revenir à un sujet un petit peu plus sérieux, moi j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai pu constater. Je pense que certains qui commencent à être relativement anciens dans le milieu de la crypto pourront corroborer un petit peu mes dires. Au fur et à mesure de l'an dernier à peu près, on va partir de juillet de l'an dernier. Il y a eu pas mal de périodes, et pour en venir justement au final, qui sont les stablecoins actuellement. Mais vous allez comprendre un peu là où je veux en venir. On a commencé par une période, pendant un mois et demi, où c'était la grosse période pour générer du cash, hein, de la monnaie, mais en mode totalement débile. Voilà, de la grosse stupide money. On a eu une période fork. C'était magique. Chocolate Bitcoin, Bitcoin Pizza, Bitcoin Gold, Bitcoin. Ah voilà, enfin Silver Bitcoin, j'en passe et des meilleurs. Vous pouvez tous les trouver sur CoinMarketCap. Enfin, il y a de quoi rigoler un petit peu. On a eu ensuite la période enfin qui a duré beaucoup plus longtemps elle, hein. La période ICO où tout le monde faisait ses ICO, tout le monde allait pumper fois 1 million. TRX, je pense, en est le bon exemple. Enfin bref, ça je passerai là-dessus. Donc il y a eu la période ICO. Ensuite, on a eu une grosse période, enfin grosse, tout est relatif, hein, mais on a une période airdrop. Les airdrops aussi, ils valaient des millions, c'était incroyable. Et maintenant, on est en train de passer à quelque chose de nouveau et de potentiellement plus dangereux que ce genre de choses. Je l'ai posté d'ailleurs je vous invite d'ailleurs à aller sur notre groupe Facebook Trading Point. Mais maintenant, c'est de plus en plus de plateformes, d'organismes créent leur stablecoin. À la limite, ça allait quand on avait l'USDT, le Binance Coin, qui était à la limite utilisable sur leur plateforme, ce genre de choses. Enfin, hors USDT, qui est utilisable partout, plus ou moins, mais qui avait une certaine utilité, quelque chose derrière. Alors que là, ben, tout récemment encore, Goldman Sachs, par exemple, qui commence à se pencher, qui va potentiellement même faire leur propre stablecoin. L'USDC, je crois, si je ne me trompe pas, ou le Fadecoin, j'avais vu entre parenthèses, je veux pas assurer le nom, m'avancer là-dessus. Il y a plusieurs choses derrière ça. Comment générer du pognon, et encore une fois, je vais avoir des mots francs, se foutre complètement de la gueule de la crypto-monnaie, de la blockchain, de toute la philosophie qu'il y a derrière, juste pour du putain de profit. Voilà, moi je suis cash, hein. Et deuxième chose, qui est un point aussi assez intéressant, et arrêtez-moi si je me trompe ou si vous avez d'autres idées exprimées, mais pour moi l'USDC de potentiellement Goldman Sachs, on va voir si ça se fait, je pense que ça se fera, c'est juste un moyen pour s'introduire gentiment dans le monde des crypto-monnaies, pour faire un espèce de vase communicant justement, et pour en revenir un petit peu à ce que tu disais les institutionnels, Stéphane, une vase communicante entre le monde réel et l'économie, la crypto-économie. Excusez-moi si ça choque certaines personnes quand je dis ça, hein, je sais que c'est un peu dur à entendre, mais des vases communicantes pour tout pomper ou tout injecter, ou justement si on a un changement de paradigme, une bascule économique, une crise, ou, et j'en passe et des meilleurs, j'aurais plein de choses à vous dire comme ça, qui est un point de bascule, ou un point juste de spéculation brute qui va faire exploser les cryptos et qui les referont descendre comme la bulle.com. Je prends des comparaisons, hein, donc faut pas forcément le prendre au mot. Mais voilà, c'était un petit point que je voulais soulever. Je sais pas si vous avez des questions ou des choses à dire dans le chat. Surtout, n'hésitez pas, hein, c'est là pour ça. Mais donc faites attention aux stablecoins, tout ce qui sont proposés, ce genre de choses. Enfin, j'ai hâte de voir la prochaine période. Mais pour l'instant, en fait, prenez garde. Voilà, c'est surtout ça, c'est prenez garde au marché crypto qui vous tend les mains en disant on va tous gagner du pognon. C'est faux.
Malheureusement, il y en a qui vont perdre. Mais faites attention à vous tant que vous le pouvez. Voilà. Bah, je crois que c'est à peu près tout pour ça. Vous avez des avis, quelque chose à... Je vais prendre ça pour un nom. Bon, alors on va passer à la... Attends, moi je vais juste. Oui. Les gens ont déjà perdu beaucoup d'argent. Je ne sais pas en fait si tu te rends déjà compte du Ah si, carnage si, qui si. s'est Non, oui. produit ces derniers mois, on va dire. Il y en a qui ont survécu parce qu'ils ont quand même eu un semblant de gestion du risque. Mais moi, entre les mythos qui espèrent te dire encore qu'ils sont devenus millionnaires, surtout parce qu'ils ont eu un cul bordé de nouilles, il faut pas avoir peur de le dire, c'est pas du trading qu'ils ont fait, c'est du gros gambling. Mais même dans le gambling, il y a quand même des mecs, hein, comme je dis, tout le monde joue au casino une fois dans sa vie, il y en a quand même qui se démerdent de choper le jackpot. Donc, ça reste un joueur, c'est-à-dire que ce mec-là, s'il répète cette opération tout au long de sa vie, il sera plus perdant que gagnant. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a des gagnants, c'est ceux dont on entend parler évidemment le plus, mais tous les petits perdants, eux qui ont cramé au jour le jour, on n'en entend pas parler pour la plupart. Je peux te dire, moi qui vois l'envers du décor, qu'ils sont bien nombreux et malheureusement, ça a amené pas mal de tristesse chez pas mal de monde. Donc, on a peut-être déjà fait la phase de souffrance. Maintenant, on verra bien. Hein. C'est incertain tant qu'on ne retrouve pas un marché haussier. Si jamais un jour on retrouve un marché haussier aussi. Oh, sois Mais pas aussi la phase de négatif. souffrance, je te rassure, elle est déjà là. Hein. Elle est déjà bien passée. Ouais, bah, j'imagine, de toute façon, vu la tronche du marché, je pense que on a bien entamé le moral des gens. Surtout quand la plupart des gens que je connaissais ont disparu plus ou moins du jour au lendemain. Enfin, ça se ressent et ça se voit, ça se vit. C'est assez sympathique. Bah, écoutez, moi je propose qu'on passe aux news. Quelqu'un a encore quelque chose à dire ou pas? C'est tout bon pour vous? Bon bah allez, feu. Ok, ok. Alors, pour l'instant, je vais pas encore l'affirmer à 100%, parce que c'est encore quand même en pourparlers. Je pense que certains articles sur Facebook l'ont trop avancé. La France commence à se doter d'une fiscalité sur les crypto-monnaies, enfin ce flou juridique qui commence à se préciser. Et d'après ce que j'ai compris de Louise, et des articles que j'ai pu lire, on commencerait à se diriger vers un prélèvement forfaitaire. Euh, Plus ou moins sur, on serait calqué sur du 30%. Bon, c'est plus ou moins comme la flat tax. 30%, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas excessif en soi, sachant que c'est que sur les plus-values. Enfin, beaucoup, tout est relatif bien sûr. Donc, pour l'instant, c'est Monsieur Pierre Pearson qui est en train de se battre pour ça. Je crois que c'est le député LREM, si je me trompe pas. Ils en discutaient un petit peu à l'Assemblée, ce genre de choses. Bon, sinon, petite rumeur assez sympathique ce soir. Alors après Snoop Dogg, c'est Bill Clinton qui est payé par Ripple. Alors, des rumeurs tendraient à dire, merci Max pour l'avoir mis dans le chat live, des rumeurs qui tendraient à dire environ 500 000 dollars pour faire une conférence et gentiment évangéliser l'avenir de la blockchain, de la crypto et surtout Ripple, hein, vu que c'est les payeurs forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre de croustillant? Si, toujours. Oui? Non? Bon, tant pis. Toujours sujet de Malte qui commence à vraiment se bouger dans le domaine des cryptos. Là, on va parler de cursus entre guillemets scolaire. Je vais vous lire un petit peu. Hein. L'université de Malte ouvre un cursus blockchain. Bon, faut quand même compter 20 000 dollars à l'année. C'est pas rien. Enfin, Attends, 20 on va k. en parler. Malte, pour le coup, j'en reviens. Attends, c'est une vaste blague, ce truc. Sans déconner, oui, le monde de la crypto à Malte, j'y étais, hein, je suis passé devant le Delta Summit pour voir un peu la tronche des mecs qui se présentaient là-bas. Bon, moi, un institutionnel, je le vois au poney, direct, tu me fous 100 mecs dans une salle, je te dis, ok, c'est lui l'institutionnel parce que c'est le seul mec qui se plaira, enfin, qui viendra pas pour parler. Ou alors pour très discrètement pour parler et ça parlera gros chiffres. Moi, tout ce que j'ai vu par contre, c'est du commercial à tout va. Mais vraiment à plus en pouvoir, ça craquait de commercial, de tech et de mecs qui sont là, on se demande ce qu'ils foutent là. Donc j'ai pas vu de gros investisseurs, je pense pas, hein, après j'ai pas la prétention de pouvoir juger les gens au premier coup d'œil, mais
bon, voilà. Ce que j'en ai surtout vu, c'est une pléthore de commerciaux qui sont là pour se dire, oh putain, est-ce qu'on va pouvoir faire un peu de pognon sur ce marché, quoi. Moi, c'est le Ah oui, ressenti non, mais je comprends tout à fait. que Non, mais j'en ai eu. il y a tout un tas de sommets, de blockchain summit ou Pas mal dans de- ce de- machin-là. Et est-ce qu'on peut leur proposer des produits? Est-ce qu'on peut leur prendre un peu leur pognon, quoi? Mais non, mais c'est comment ça s'appelle? Il y avait une conférence, mince, c'était bah, en milieu, début d'année, qui était dans le sud, mince. Je sais plus si c'était à Nice ou à. Même Jean-Luc, tu y allais. T'as rencontré Baptiste. Mince. La La. blockchain. À Monaco? Notamment sur Oui, la blockchain? merci beaucoup. Du coup, j'ai pu voir Baptiste et Jean-Luc. Je sais pas si tu pourras corroborer un peu ce que je vais débiter là. Mais il y a des choses intéressantes. Il y a des personnes intéressantes qui sont là réellement. Je vais caricaturer pour le projet. Et- mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent à devenir advisors, des personnes qui cherchent des advisors, des commerciaux, genre ça je te l'accorde, et il y en aura forcément dans tous les cas. Et là où il y a du beurre à se faire, il y aura toujours les vautours. Tu comprends un petit peu, j'imagine. Mais là, c'est qu'on parle pas forcément de ça, on parle surtout d'un cursus universitaire dans le domaine de la blockchain. Donc pour l'instant, c'est pas encore précisé exactement, mais c'est en train de vraiment se développer. Alors je te l'accorde, il y a beaucoup de blabla dans le monde des cryptos, mais ça ne saurait tarder, un jour il y aura de l'épuration. C'est comme... C'était pas le truc blabla, si tu veux. Moi, ce que j'en ai ressenti là-bas, il y a bien un désir d'attirer les capitaux. C'est clair et net. T'as qu'à regarder la fiscalité. Ils font tout pour attirer, tout pour faire en sorte. Ils organisent des sommets. Là, il y en avait un maintenant. Il y en a un début novembre. Ils n'arrêtent pas de parler crypto, comme si ils voulaient que la crypto se passe là-bas. C'est bien. Mais la crypto, le principe, c'était décentraliser tout ça, tout ça. Moi, j'ai surtout l'impression que ce qu'on essaie de faire là-bas, c'est d'attirer quelques sociétés, alors que c'est plus le moment. Enfin, le timing est pas, c'est pas pour maintenant. Là, c'est le timing de préparer des projets pour dans un an. Donc, ce qu'ils essaient de faire, je pense, c'est ça, c'est d'essayer d'attirer les créateurs d'idées. Mais, enfin, Ah waouh. mais c'est surtout ça qu'ils sont en train de faire, en plus en préparant un cursus entre guillemets scolaire, c'est pour préparer un peu la suite à la next génération quoi. Alors je te l'accorde, aujourd'hui c'est un peu voilà, marché un peu, on sait pas quelle direction il prend, c'est un petit peu bramballant, mais bon, du jour au lendemain, ça peut changer, faut pas l'oublier. Et c'est ceux qui seront le mieux préparés qui s'en sortiront toujours le mieux. C'est une phrase clé que j'ai toujours en tête de Monsieur Blondel, c'est l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et c'est vraiment maintenant de changer les choses, même si le marché est bien riche, que ça, c'est pas, ce serait pas le moment propice aux investissements, mais en tout cas, ces investissements se préparent en amont. Je sais pas ce que t'en penses, mais Moi, je t'ai pas dit que c'était pas le bon timing pour investir. Attends, ce serait mentir au plus haut niveau. J'ai exactement le ah, contraire tous excuse-moi, les jours. je me suis senti bête. C'est le timing pour investir, mais de faire un investissement à haut risque, un investissement spéculatif. Un pari, ça passe ou ça casse, quoi. Mais par Effectivement. contre, les entreprises qui demain créeront de la valeur, c'est pas aujourd'hui qu'elles vont vraiment créer de la valeur. Aujourd'hui, elles vont construire les bases qui demain leur permettront évidemment de créer éventuellement de la valeur après une phase de tri. Donc la phase de tri, elle est encore à venir, je pense, dans les entreprises qui vont essayer de profiter. Et quand je te dis justement que je vois tous les commerciaux arriver là-bas, comme s'ils venaient regarder, enfin, je sais pas, c'est une foire au bétail, quoi. Tu vois, ils sont là à savoir à qui on va mettre la médaille, sur qui on va mettre le plus de bifton, mais tu sens bien qu'ils sont là juste pour faire des paris spéculatifs. Donc c'est bien ce que je disais moi quand j'y suis allé à un sommet à Malte aussi. Le problème, c'est que c'est la finance qui est en train de s'emparer du milieu, quoi. Et c'est Mais une comme logique toujours, purement financière qui va être en place dans les prochains mois et années, je pense. En tout cas, dans les premiers cycles de cette phase d'investissement, je vois bien, comme je te dis, les logiques spéculatives qui sont là, les commerciaux qui sont là pour sélectionner les gugus, et puis voilà quoi. Enfin, moi, je sens bien venir le truc dans ce sens-là, quoi. c'est un peu ce que j'essayais de dire tout Mm. à l'heure. Excuse-moi Jean-Luc, je vais te laisser la parole Il y a juste après. Madir qui pose une question intéressante. Après, si tu peux leur revenir dessus. Merci. Ah, bien sûr. C'est ce que j'essaie de dire un petit peu tout à l'heure. Quand on voit que certaines grosses banques, et notamment bah, quand tu vois JP Morgan qui commence à réfléchir un peu à se faire un desk crypto, quand il y a Goldman Sachs qui commence à regarder, enfin ça se précise même plus que
pour un stablecoin, il y a une financiarisation complète du milieu. Mais c'est inévitable dans tous les cas. Et je pense que tout le monde le sait, et inconsciemment, c'est ce que tout le monde attend. Parce que, mais une financiarisation qui peut changer grâce à la blockchain. Je mets bien du conditionnel qui pourrait peut-être changer. Parce que bon, la finance, ça reste un milieu de requins, mais espérons que comment ça s'appelle, la force soit mieux redistribuée. Vas-y Jean-Luc, excuse-moi. Il y a Maddir qui posait une question, mais super, Gantz a répondu. C'était un événement qui s'était passé sur Bitstamp, apparemment. Ça a été sur une seule paire. Quelqu'un a suivi cet événement sur Du tout. Bitstamp? Ok. Alors moi j'avais quelque chose, enfin c'est surtout Stéphane je pense qui va parler là. Est-ce que tu pourrais... Ah! Alors juste un Baptiste, instant. Salut tout salut. le monde, comment ça va? Désolé du retard, je suis Salut. arrivé, c'est bon. Eh ben mes Bravo. amis, Baptiste qui nous rejoint, et pile poil au bon moment en plus, hein. Mm. C'est Stéphane qui allait prendre la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette histoire de créer un coin, je vais te laisser les mots, je vais te laisser la main. Alors en fait, voilà, c'est en discussion. Nous, on est accompagné par le cabinet DS Avocats, qui a accompagné quelques ICO et surtout qui travaille avec l'AMF d'une part pour la fameuse création du visa là, et d'autre part avec la Banque mondiale parce que ils sont en train de réfléchir justement à une monnaie africaine. Alors avec quel pays, sous quelle forme et comment, pour l'instant, c'est juste au stade de discussion. Mais en tout cas, ça a été mis dans les discussions lors de réunions qui ont eu lieu en Afrique, notamment au Rwanda. C'était un TAS, Phil, c'était ça, le TAS, il me semble, Ouais, T-A-S. ouais, c'est ça. TAS 2018 au Rwanda. Donc où ils sont réunis et parce que eux, clairement, ils ont un gros problème d'inflation de leur monnaie et aussi du Le billet franc. d'un trillion, on en parle? Ouais, voilà, donc L'inflation, en ça fait, comme courant, c'est clair, hein, en Afrique, surtout quand tu regardes, comme tu as dit, le pays au Rwanda, c'est ça? c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est comme le Soudan, je peux savoir un peu ce qui se passe cette année avec l'inflation, plus 34%, Mm. d'un marché noir sous le manteau, enfin c'est donc une monnaie effectivement locale en Afrique, c'est intéressant. C'est ça. Eux, du coup, ils ont tout de suite vu les avantages que ça pouvait avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que même certains États, notamment les moins corrompus, sont apparemment réceptifs sur ces questions. Après, clairement, dans les très grosses dictatures, au Zimbabwe, je vois pas de nouvelles de crypto dans ces pays-là. Mais par contre, dans des pays qui essaient de se développer, ça peut être un très gros atout pour eux. Voilà ce que je Moi pourrais en c'était... dire. Non, mais je comprends. Enfin, c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Bah, justement, je parlais de répartition de force. Bon, malgré tout, merci Phil pour le lien. Mais De rien. comment dire, c'est... Quentin, moi j'ai une petite question. Oui, J'arrive en retard, je suis désolé, vous avez commencé le débat ou pas encore? pas encore. On allait y venir. C'était juste la petite news de Stéphane là, assez intéressante. Comme quoi, les gens réfléchissent enfin à des nouvelles solutions au lieu de se fermer tout de suite. Bon après, est-ce qu'il va y avoir encore une histoire de contrôle comme le franc CFA et ce qu'on a fait par exemple en Afrique centrale, si je puis dire, j'ai C'est pas ça. une bonne géographie, hein, désolé, pour avoir un contrôle, bon, ça reste encore à voir. Mais du coup, je pense qu'on peut passer au débat de ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Très bien. Allez, Allez. Grand feu! plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de Connecti. Donc Connecti, il faut vous présenter un petit peu ce que c'est. Donc Stéphane et Philippe. Et puis après, bah, à vous d'en juger. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Moi, ça me ferait plaisir. Je pense que ça ferait très plaisir aussi à Phil et Stéphane avoir une interaction comme ça. Et je vais arrêter de Voilà. parler. Je vous laisse démarrer, les gars. Allez. N'hésitez Bon, pas à me couper à chaque instant d'ailleurs. On n'hésitera pas, il Donc, n'y a pas de souci. nickel. Donc, en fait, nous, le projet à la base, c'est vraiment un projet d'utilité. C'est né de la rencontre de plusieurs mondes, donc celui un peu de la blockchain et de la crypto, à travers un autre des cofondateurs, David, qui était un des mineurs qui a commencé en 2013-2014 à s'intéresser à ça, et Phil, qui était vraiment dans le commerce de l'industrie lourde. Et
la rencontre avec notre CIO, Olivier Alirol, qui est ingénieur et docteur en physique nucléaire et surtout qui a travaillé pour Ovalie à Lyon, une boîte de financement de l'innovation. C'est-à-dire que lui, en gros, il avait la vision côté recherche et la vision côté entre start-up et besoin d'innover et besoin d'aller chercher des subventions et besoin de trouver de la connaissance. Parce que nous, au départ, on envisageait un projet sur la connaissance et lui, il a vraiment, avec son regard au cœur du système des deux côtés. Est-ce que c'est possible avant tout de définir un peu ce qu'on entend par connaissance? Alors voilà, souvent, les gens pensent à Google, pensent à Quora et pensent à des choses comme ça. Nous, on parle bien de connaissances, de sciences lourdes dans des laboratoires avec des chercheurs qui forcément ne mettent pas leurs connaissances sur Google. Leurs connaissances sont souvent dans leur cerveau, sont souvent dans des laboratoires de recherche et ils sont très peu ils sont très peu accessibles aujourd'hui à la plupart des entreprises. Et en fait, mais là, du coup, on va un peu avancer sur le sujet. Allons-y. Donc en fait, aujourd'hui, le marché de la R&D, c'est 1,9 milliard dans le monde. De R&D, c'est donc toutes les entreprises qui allouent un Attends, budget dans la recherche et le développement. Oui, t'es sûr que c'est 1 milliard c'est dans le monde? Non, 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 900 millions. C'est beaucoup plus. 1900 milliards, pardon. 1900 Ah, milliards, je me trompe. je- Je suis désolé. Autant pour moi. Il n'y a pas de 1900 souci. milliards. Ouais, il y a tellement de milliards. 1900 milliards et justement, ouais, l'outsourcing représente que 7% dans ce marché et donc 134 milliards, si je ne me trompe pas cette fois. Et donc, Qu'est-ce qu'on entend par outsourcing? voilà, c'est donc la connaissance. Imaginons que tu as une PME, tu as un problème d'innovation ou tu as une question technique, tu vas demander à ta R&D interne. Si tu n'as pas la réponse, tu vas aller essayer de chercher de la connaissance ailleurs, justement, dans les fameux laboratoires, chez les universitaires et chez les créateurs de connaissances. Faut entendre sous-traitance par outsourcing de manière générale. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, on s'est aperçu que c'est accessible aux très grosses entreprises qui font appel à des sociétés de transfert de technologie. Donc, en France, ça s'appelle les SAT. Phil vous mettra un lien. Et qui aujourd'hui font à petite échelle le lien entre la grosse entreprise qui a besoin de la connaissance rapidement et le laboratoire, le CNRS, le CEA ou d'autres laboratoires qui, eux, ont le pouvoir de créer la connaissance dont ils ont besoin. Et donc aujourd'hui, dans le monde, la connaissance marche très bien entre laboratoires et entre laboratoires internationaux. Et en France, par contre, la communication entre l'entreprise et les laboratoires est cloisonnée aux très grandes entreprises qui, eux, ont les moyens justement d'aller Donc du coup, utiliser. votre projet, vous, en fait, c'est casser les tiers Alors, de confiance et rétablir en fait ou du moins créer, parce que ça n'existe pas aujourd'hui sur ce que tu dis, créer des c'est ça. connexions entre des PME, des gros laboratoires pour que les PME puissent avoir accès à des brevets ou des sciences lourdes, comme tu Alors, dis, à des technologies, choses comme ça pour se développer. en fait, pour en fait, juste faire, il y a juste que tu peux différentes. faire. Tu vois, il y a Vas-y. différentes barrières aujourd'hui pour réunir une petite entreprise ou une start-up avec un laboratoire ou un universitaire. Il y a la barrière de la langue. C'est deux mondes bien différents qui ont une multitude de langages métiers, de langages scientifiques et une multitude de connaissances. Juste, quand on entend barrière de la langue, c'est pas de anglais à français, bien sûr, c'est Non, 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 bien sûr, c'est langage de... technique. Ouais, voilà. C'est langage technique. Nous, on prend souvent la naissance du Velcro, en fait, qui est un hasard d'une rencontre entre quelqu'un qui était botaniste, ingénieur, et quelqu'un qui vendait des chaussures. Donc voilà, c'est deux mondes qui ont du mal à se comprendre. Si aujourd'hui tu es dans un certain domaine et que ta connaissance est dans un domaine externe, tu vas pas forcément avoir les bons mots que tu vas taper dans Google ou que tu vas taper pour essayer de trouver le laboratoire ou que tu vas enfin tu vois, par toi-même, tu vas avoir du mal à trouver cette connaissance. La deuxième barrière, c'est la barrière temporelle. Donc c'est deux mondes qui ont deux échelles de temps différentes. En général, la recherche est plutôt long et l'innovation demande de la rapidité. Et le problème, c'est si toi tu veux faire appel au CNRS en tant que PME, ça va prendre un temps long, il va y avoir des intermédiaires, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un tiers de confiance.
Il y a la barrière géographique de ces deux mondes qui sont éparpillés, cloisonnés par discipline. Et souvent, ils arrivent à se rencontrer dans ces fameuses SAT qui les réunissent. Mais Tu as c'est de une question dans le chat de Max qui demande, par exemple, mettre en lien donc des PME avec le MIT, Oxford, ce genre de grosses universités ou de gros laboratoires. C'est ça. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, du coup, je finis juste le problème qu'on avait analysé dans ce marché. Et ensuite, c'était la barrière de l'image entre ces deux mondes. Et aussi les problèmes de confidentialité. C'est-à-dire qu'en passant par un tiers de confiance, bah, il y a de la donnée qui transite. Et forcément, les entreprises et les laboratoires n'ont pas très envie que ces informations soient accessibles. Justement, Donc, quel intérêt aurait un MIT ou un Oxford à fusionner avec toutes les PME, tout et n'importe quoi? Ils ont peut-être pas envie de donner leurs informations et leurs technologies à tout le monde. Bah, alors, c'est Le MIT, d'abord, on en est très loin. Ouais, et puis c'est open source en plus. Exactement. En ça. fait, on est vraiment parti du scope existant aujourd'hui parce que là, on est vraiment sur l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose d'assez particulier. On n'en est plus dans améliorer l'existant. Euh, Il faut amener des réponses à des questions qui arrivent et c'est des questions qui sont souvent liées au respect de l'environnement, aux énergies. L'innovation est surtout axée sur ce genre de choses d'ordre médical et d'autres sciences, bien entendu. Donc en fait, on est plutôt parti on a fait la VSM, c'est-à-dire la carte de chaîne de valeur de l'innovation, repérer les freins sur cette chaîne de valeur et on a dénoué chacun des freins pour mettre en place en fait un processus qui va accélérer l'innovation. Et en quoi vous accélérez l'innovation? Du fait de mettre tout le monde en symbiose, ça crée une synergie, c'est ça? Alors, En alors fait, c'est aujourd'hui, par exemple, Stéphane parlait du CNRS ou du labo public, c'est relativement long pour monter un dossier. Il y a un délai de réponse qui est relativement important. Et donc, par exemple, là, ce sont les smart contracts qui vont gérer ça, mais Steph ouais, alors, parlera plus que ça que moi, parce que moi, ce n'est pas donc en fait, la crypto. j'énumérais juste les Milieu. difficultés. J'énumérais juste les difficultés et là où on apporte, nous, quelque chose, c'est déjà, donc comme disait Phil, mais là il a attaqué sur un bout le plus compliqué qui est pour nous, c'était de travailler avec les avocats, avec les premiers laboratoires qui nous font confiance, c'est de travailler sur un smart contract cadre, on va dire, qui englobe plusieurs choix par exemple, et ensuite qui peut être légal et mis en pratique Ouais. avec la Alors, je carte vais me permettre d'écriture. de vous couper, de poser plusieurs questions par rapport à ça pour qu'on entre vraiment dans le plus vif du sujet en termes d'IT Très bien. ou de technicité. Smart contract sur quoi? ERC20? Non, Ethereum, pardon? Stellar. Sur Stellar, d'accord. Donc, je pense que Ouais, tu me parlais justement de smart contract backés légalement. Euh, c'est voilà. un sujet dont on entend beaucoup parler Alors, aujourd'hui, et aujourd'hui, il n'y a aucun smart contract qui est valide légalement. non, alors là, je parlais de la partie légale qui, par exemple, entre un laboratoire du CEA et une entreprise, il y a des prérogatives, tu vois, que ce soit du D'accord. côté de l'entreprise d'ailleurs, ou du côté du CNRS, du CEA ou d'une université qui aussi est très cadrée. Ça dépend si c'est privé, si c'est public. Donc, on est en train de traiter toutes ces questions, enfin, nos avocats sont en train de traiter toutes ces questions. Et évidemment, je ne D'accord. parlais pas des fameuses, de ce qu'on attend de savoir si le smart contract un jour sera vraiment. Ah bon, ça va arriver bientôt, on l'espère tous, on attend de toute C'est pas façon. du tout, alors, on espère Ah, il tous faut pour laisser le ça temps à la technologie d'évoluer. Oui. C'est ça. Mais voilà, c'était vraiment surtout entre les laboratoires. Alors aussi, nous, le plus gros avantage qu'on a, c'est que donc, au fur et à mesure qu'on a créé le projet, on a rencontré plusieurs personnes qui, du coup, on a pris en advisor. Et pour d'ailleurs leur rendre hommage, il faut savoir qu'ils nous ont même pas, ils ont pas demandé du tout, ils nous ont pas demandé s'ils allaient avoir de l'argent, personne n'est rémunéré. Donc on a rencontré Idriss Aberkan, pour ceux qui le connaissent, qui lui avait fait quelques conférences sur l'économie de la connaissance et qui était intéressant. Donc qu'on a pris en tant que conseiller pour nous mettre justement en relation avec les universités qu'il connaît et nous faire part de son réseau. On a pas mal de docteurs. Franck Zal, Phil, Oh, tu peux vous mettre avez la une dernière flopée vidéo. d'advisors, je vois. Alors, on a surtout des docteurs dans le monde de la recherche. D'accord. Phil, si tu peux mettre d'ailleurs la vidéo qu'on a sortie aujourd'hui là de 6 minutes.
Ah, ce serait top. Euh, Et mettre un lien aussi sur de votre site, s'il vous plaît. Comme ça qu'on puisse ouais, consulter un petit peu tous en même temps. pas de souci. En Je me Si fait, je permets. le en fais. fait, en Vas-y, fait, vas-y. on est parti. On a vu tout le chemin qu'il y avait à parcourir. Et quand on a défini le processus qu'on voulait mettre en place, il y a un moment donné, on a besoin, en tout cas des gens qui l'avaient. Donc on a plutôt développé l'équipe dans ce sens-là. Quand on avait besoin de connaissances pour verrouiller une fonction du process, on allait chercher la connaissance et on a avancé de cette façon-là en fait. Et c'est vrai que on a aussi bien des personnes qui sont dans le monde de la recherche que dans le monde, par exemple, université aussi, donc ça fait partie de la recherche, que dans le monde de l'industrie, puisqu'on on met en place des partenariats spécifiques pour booster chacune des filières scientifiques. Je vais vous mettre des Et liens au fur et à mesure si vous voulez. avec plaisir. Moi, j'ai une question aussi à poser. Comment le process de Connecti, comment ça va se passer comment vous Alors allez mettre tout le justement, monde en contact? J'aimerais bien je qu'on vais rentre dans le dur. Je vous ai alors En embêté un voilà, petit fait, peu. Connecti est une c'est plateforme et c'est-à-dire que la plateforme, en tant que porteur de connaissances, on va s'inscrire. On a un laboratoire, un chercheur, une université. Et là, on travaille avec aussi les juniors entreprises parce que c'est important de les intégrer dans ce scope-là. Et on s'inscrit simplement sur la plateforme. De l'autre côté, l'entrepreneur, lui, s'inscrit sur la plateforme. Et lorsqu'il va aller poser une idée, un projet dans le moteur de recherche, il va se voir personnes qui peuvent travailler avec lui. Actuellement, on a 34 895 laboratoires français et entreprises, et tous les laboratoires rentrent dans le crédit impôt recherche. Donc ça, c'est intéressant. Et on est parti aussi de l'offre qui existait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de quelque chose. On va prendre un cabinet extérieur, un intervenant extérieur qui va venir faire la chose. Alors que nous, on va plutôt aller chercher la connaissance pour pouvoir le faire. C'est vraiment l'esprit, c'est de monter les entreprises en compétences. Et notre mission première, c'est de mettre en avant toute la qualité du monde de la recherche scientifique française et étrangère, puisqu'on Je, travaille aussi sur l'étranger. je me permets de reposer des questions pour comprendre vraiment le principe, parce que moi, j'ai pas eu vraiment une vision claire de ce qu'était Connecti. En soi, c'est Mhm. une plateforme où en fait, tu mets en relation des entreprises et des laboratoires, Mhm. simplement. alors, un de nos avantages, c'est qu'on a un moteur d'intelligence artificielle qui est en partie réalisé par Olivier Nero. Alors, Phil, si tu peux je me me mettre un permets, lien. qu'est-ce que vous appelez intelligence artificielle? Parce Alors voilà, qu'aujourd'hui, c'est un mot exactement. utilisé à tort et à travers. Alors voilà, c'est Mhm. utilisateur à travers, tu as bien raison. Et pour l'instant, nous, c'est juste un moteur c'est un moteur de base. On ne peut pas réellement, pour l'instant, l'appeler l'intelligence artificielle. Quand on aura le budget on a la société Mythic. D'accord. Phil mettra le lien en description. Mais en fait, aujourd'hui, il va faire du matching. Après, il sera plus performant par rapport à celui de Google, dans le sens où il va supporter des phrases et non pas des simples mots-clés. Et On donc, va c'est quoi? vraiment C'est en fait c'est un formulaire de recherche qui match les compétences en fonction des recherches, c'est ça? ça. C'est ça. Et D'accord. surtout, en fait, avec des pôles, ça fonctionne par pôle stratégique. En fait, si tu veux, par exemple, euh, on a un pôle stratégique qui est sur le bâtiment. Donc, du côté recherche, tu as le réseau Arch qui fait de la construction en milieu disruptif. Et de l'autre côté, une entreprise qui est dans le bâtiment, c'est pas l'unique. Et là, Phil pourra peut-être plus en dire sur ce sujet d'ailleurs. Et en fait, ces deux partenaires stratégiques qu'on a annoncés vont travailler en commun pour enrichir le langage de l'intelligence artificielle des deux côtés. Tu vois ce que D'accord. je veux dire? Ouais, ouais, je Et en vois très fait, bien. et en Et donc, en fait, au fait, début, excuse-moi, vas-y. vas-y. Non, non, en fait, juste pour dire, en fait, de résumer, c'est un peu comme une plateforme de. Je sais pas si vous avez entendu parler de Talao, peut-être, en Bah, édition Alors, ouais, française. eux, ils font du freelance. Voilà, Ils donc en sont fait, c'est comme Talao, bien mais sûr. entre des innovateurs et des chercheurs, en fait, qui vont apporter Voilà. C'est leurs ça. connaissances pour que les personnes qui veulent mettre du cash. Je pense que j'ai pas vu le projet, vraiment, c'est la crypto va servir à financer peut-être des chercheurs, c'est ça, non? Alors pour l'instant, non. Aujourd'hui, c'est vraiment pour acheter. Là, on va revenir à notre business model. C'est-à-dire que nous, on prend juste des frais sur l'échange entre CTI euro, euro CTI, si tu veux, des frais de plateforme. Ensuite, il n'y a pas de commission. Oui, donc à quoi sert votre token, en fait? C'est surtout ça.
Alors justement, nous, pour assurer justement à nos investisseurs une rentabilité, on consacre 60% de notre budget sur 5 ans pour rembourser la dette qu'on émet, si on peut imaginer que c'est une dette, après chacun débat là-dessus, mais pour nous, on émet une dette, donc on la rachète et on consacre donc 60% de notre chiffre d'affaires au rachat de cette dette pour assurer de la liquidité à nos partenaires. Parce que pour eux clairement, ça sera intuitif sur la plateforme. Ils achèteront directement les Connecti, parce qu'on ne pouvait pas Mais décemment justement, ils servent à quoi les tokens? Vous m'avez pas répondu du coup par rapport à ça. uniquement à acheter de la connaissance. Tu pourras pas l'acheter en euros, clairement. D'accord. Donc En fait, on crée un écosystème C'est intuitif sur la plateforme. On va pas dire aux gens, vous allez sur Coinbase acheter du BTC pour aller après sur Binance acheter tu vois, on pouvait pas dire ça décemment à nos clients. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on est en train de faire des tests. On est en train de faire un stress test où on mettra les rapports en ligne. Donc on peut sur acheter des connectés en euros directement sur la plateforme. C'est ça. Voilà, c'est ça, Bien, exactement. Vous avez trouvé une banque pour faire ça? Parce que c'est super compliqué de faire ça. Alors on est Oui, une banque. on a trouvé une banque, ouais, tout à fait. On est Allez-y, une banque depuis le départ en fait. On n'a pas eu le problème. On a la chance de ne pas avoir eu de problème. Par connaissance, on a réussi à trouver une banque. D'accord. Après, faites gaffe, quand ce sera sur des gros volumes, il y aura peut-être des questions qui vont se poser, non? Alors pour ça, on a pris des renseignements auprès de l'AMF, auprès duquel on était audité. Ouais, donc KYC, AML, etc. Donc vous êtes tout paquet là-dessus. Même pour l'airdrop, pour te dire, ou pour un bounty, il y aura un KYC, c'est très clair. D'accord. Ouais, effectivement. En fait, dès le départ, dès qu'on a commencé à avoir tous les contacts avec Olivier Nero, parce qu'on travaille avec le groupe Thallium qui s'occupe de la partie blockchain, Mythis qui s'occupe donc de la partie intelligence artificielle et Résurgence qui s'occupe de la partie R&D du site et de un peu l'expérience utilisateur. Et ensuite, donc, quand on a eu ça, on est allé auprès de l'AMF pour voir, parce qu'on avait entendu dire à cette époque-là qu'il y avait des recommandations. On savait que... Oula, avec le fameux approval, AMF approval. Oula, c'est ça, des choses comme ça, non? Ouais, en fait, on est allé voir eux ce qu'ils recommandaient ils nous ont fait modifier certaines choses notamment, on avait une différence, ils nous ont fait remarquer qu'on avait une très grosse différence entre notre soft cap et notre hard cap à un moment. Donc, on a vraiment pris en compte tout ce qu'ils nous ont dit et ils ont été très réceptifs à notre projet. On espérait naïvement au mois de mars parce qu'ils nous expliquaient que ça sortirait au 4e trimestre 2018. Malheureusement, apparemment, ça sera plus pour mars 2019. Donc, on ne pourra pas l'avoir, mais en tout cas, on s'est assuré d'avoir respecté tous les critères, parce qu'on savait que non-régulation ne voulait pas dire faire n'importe quoi. Ouais, vous avez raison. Super. Parce que l'ICO commence quand, du coup? Elle a commencé déjà. Alors voilà, nous on n'a pas fait beaucoup de marketing, on n'a pas mis de budget dans. Parce que j'ai vu que c'était le pré-ICO, là, justement, qui était en cours. Voilà, c'est ça. Donc on a fait une vente privée où on a levé 200 000 € à peu près, mais on n'a pas fait du tout de vente privée. Alors, on n'a pas du tout fait appel au gros VC, on n'a pas fait comme certaines ICO, à les négocier en douce à des sommes dont personne ne connaît réellement le bonus. On a vraiment été transparent. On a monté le projet avec la communauté au fur et à mesure. Et c'est des gens qui ont investi des montants entre 1 000 et 5 000 €. Et c'est des gens au fil des rencontres qu'on a faites. On n'a pas mis de budget. Clairement, on n'avait pas les moyens de mettre 300 000 € parce que pour l'instant, on a un soft cap. On connaît très bien les ICO qui mettent 700 000 € chez des gros. Voilà. On voit très bien de qui vous parlez. On ne dira pas non, mais on sait qui c'est. Voilà. On dira, on les a contactés, on vous en dira pas plus parce que vous le savez, donc comme ça on gagne du temps. Mais donc du coup, on a décidé de faire par notre propre moyen et avancer avec nos clients surtout, c'était quand même le plus important. Parce que vous aviez déjà des clients, vous, auparavant, une structure qui existait? Non. Blue Horizon, non? On a vraiment répondu à un besoin et quand on est allé voir le monde de la recherche, Philippe pourra en dire 2 mots tout à l'heure, on a vraiment été très bien reçus parce que clairement, eux, dans la recherche, ça a changé depuis quelques années. Avant, ils avaient des fonds pour rechercher dans ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, il faut qu'ils trouvent des applications en disant, voilà, je vais réussir à mettre en place telle application parce que je vais faire de la recherche sur tel sujet. Tu pourras en dire un mot, Phil, sur par exemple le docteur Transal et Hermina, quand il était au CNRS. Je trouve que c'est le bon exemple. Moi, j'ai une petite question. Je me permets encore parce qu'il faut poser plein de questions avant que. Justement, c'est aussi le but de vous poser plein de questions. Et là, on y va encore tout doux. Qui du moins estime le prix de la recherche, le savoir? Qui c'est qui estime son prix? En fait, on part du principe que c'est quand on va chez un commerçant, c'est lui qui fixe le prix, on achète. Donc là, c'est le
le porteur de connaissances qui va fixer le nombre de connectis pour qu'il donne sa connaissance. C'est-à-dire, On ça peut ouvre être en une termes porte qui de est jours, intéressante. c'est en termes de brevets, c'est quoi, comment ça se passe? En fait, nous avons fait des tests. Aujourd'hui, on a fait les tests suivants. En fait, c'est une offre qui pour nous n'existait pas auparavant pour aller chercher la connaissance. C'était un brainstorming de 2 heures pour un entrepreneur avec un directeur de recherche. Et après 2 heures de brainstorming, l'entrepreneur a pu avancer, orienter en tout cas plus précisément son projet. Et en fait, le prix, clairement, pour être plus précis sur ce que Phil dit, tu taperas dans le moteur de recherche ta question et clairement, tu auras des tarifs, que ce soit pour... on part sur 3 smart contracts de base, un sur une petite relation de quelques heures au téléphone ou par Skype ou par les moyens que tu peux, une deuxième sur une mission un peu plus longue, comme on avait fait dans un test de concept. Donc là, c'est un chercheur, un biologiste qui travaille pendant quelques heures et qui, au bout de quelques jours, pardon, et qui te rend un rapport. Et ensuite, sur des missions très longues. Alors là, pour les missions très longues, un petit mot, l'utilisateur aura le droit, le chercheur du moins, aura le droit de transformer la somme en euros, s'il le souhaite, pour pas être victime de spéculation sur les 4 mois qui arrivent. Déflation du Moment, token. voilà, exactement. Ok. Donc en fait, la tokenomics, c'est assez simple en soi. C'est pour passer par la plateforme, il faut des connectis. Pour C'est ça. acheter le savoir, il faut des connectis. Et pour que l'innovateur ou la startup veuille acheter les connaissances, elle doit avoir des connectis. Et vous prenez C'est des ça. frais sur les transactions pour vous rémunérer ce qui est normal. C'est bien ça? Non, non, C'est non, ça. non, non, on ne Non, prend du surtout tout? pas de frais de transaction sur la transaction. Non, Justement, c'est ce qui on veut est pour cette justement, mission, justement, tu parles. on veut plutôt mettre une goutte d'huile dans l'engrenage. Euh, on va prendre notre business model, il est constitué sur lorsque l'entreprise va acheter des connectis, on va C'est ce prendre qu'on vient de dire, 3%. justement. On va T'inquiète. prendre D'accord. 3%. Et C'est lorsque ce qu'on vient de dire. le Tu parles de chercheur, commission. Revend ses connectis pour avoir de l'euro, là, vous prenez voilà, des là, frais aussi. on prend 4%. Voilà, le C'est business ce que model. c'est ce que je viens de leur dire, Phil. T'as confondu avec commission, en fait. On prend pas de commission sur les Non, transactions, justement. c'est moi il avait raison, c'est moi qui ai mal posé la question. C'était effectivement pas des frais quand on achète un savoir, mais un frais quand on achète des connectis contre des euros ou qu'on les revend. C'est ça. Il n'y Voilà, a pas c'est de frais ça. de commission sur la plateforme, en fait. D'accord. Exactement. Ok. Question ICO, vous avez Alors, fait comment votre com, vous? Vas-y, Doc, excuse-moi. ouais, juste un instant. Enfin, parce que depuis tout à l'heure, il y a du coup Phil et Jean-Luc qui sont plutôt éteints, ils écoutent. Moi, j'aimerais bien avoir leur ressenti un petit peu par rapport à tout ce qui vient de se présenter là. Un cours rapide. Ah, moi, ça me plaît, attends, partager On des écoute, idées, super. c'est mon job aussi, hein, moi j'aime bien ça. J'aime bien l'idée. Je trouve ça un peu candide, mais je trouve ça beau. Et ouais, moi en tout cas, j'aime bien, je ne peux qu'aimer l'idée. Euh, Après, il faut voir comment ça mature dans le temps. C'est-à-dire d'un aspect purement spéculatif. Euh, Ah, le point de vue du trader, hein. J'irais sur un truc plus agressif, mais tout simplement parce que pour moi, on est dans un stade où ici, c'est que l'agressivité. C'est-à-dire que, bah, comme je dis, c'est un pur milieu spéculatif financier qui se positionnera ici. S'il se positionne, faut encore rester sur le si. Et s'il se positionne, il faut se dire qu'il aura une logique comme la mienne, purement financière, à savoir risque-rendement. Il ne va pas spécialement payer un projet parce qu'il est intéressant et qu'il a une vraie dynamique porteuse. Ça comptera aussi, mais là, ça va vraiment être de la pure logique spéculative, c'est-à-dire quel est le projet qui a le plus de débouchés possible. Voilà. D'accord. Bah, du coup, Baptiste, je te laisse reprendre la main. Avec grand plaisir, j'avais une petite question mais qui a été oubliée du coup. Si, alors, votre soft cap, si vous l'atteignez pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà, si on n'atteint pas la soft cap, pour le moment, on a deux possibilités. En tout cas, pour ce qui est des investisseurs, on n'atteint pas la soft cap au niveau de l'ICO. On rembourse tous les primo-investisseurs. Ça, c'est quelque chose qui a été établi. D'autre part, on ouvre le capital de Blue Horizon, qui est la société qui produit Connecti, à certains, à des investisseurs, voilà, notamment des entreprises dans l'industrie actuellement. D'accord. Donc vous êtes évidemment un utility token à 100%. Oui, exactement, exactement.
En fait, quand on a discuté avec le monde de la recherche scientifique, on a perçu que discuter d'argent, c'était assez tabou, quelque part. Et on s'est vraiment dit que le token, là, il était vraiment d'utilité et logiquement, si on fait un bon travail derrière de marketing, de présentation, de démonstration, puisque là, on est plutôt en phase de démonstration dans des industries où, ce matin, notre CEO était à l'ADEME à Lyon. Et la prochaine étape, c'est la présentation à l'ADEME sur Paris. Et voilà un peu la promotion de la plateforme. D'accord. Par contre, tout à l'heure, ma question, je ne sais pas si elle a bien été répondue. J'ai demandé si on était en ICO. Je vois qu'on est en pré-ICO. Et Oui, donc, tout à fait. quand c'est que ce sera la phase d'ICO, justement? Steph, tu veux répondre? Alors Steph n'est plus dans le channel, je vais le ramener. Il a disparu. Il a disparu de déco reco. Le monde de la recherche et le monde de l'entreprise qui n'y a pas accès. Attends, Et voilà. Steph, C'est- voilà, c'est- tu parlais, mais je personne ne t'écoutait. je t'ai remis avec nous, du coup. Alors, Stéphane, une petite question. Là, vous êtes en pré-ICO. C'est combien le montant minimum à mettre pour acheter du Connecti? Le montant minimum, 100 Oui, euros. d'accord. Et l'ICO, ce sera combien le montant minimum? 100 euros aussi. D'accord. Et c'est quand que ce sera l'ICO, à proprement dit? Le 15, quand on aura fini d'annoncer tous nos partenaires. En fait, Ok, on super. l'a joué que vraiment ceux qui ont cru dès le début au projet, en s'y intéressant, en venant nous voir, ont eu accès à un bonus important. Et que ceux qui le prendront au fur et à mesure, plus on a de gages de sérieux, comme le financement de la BPI, le soutien de plusieurs organismes. À Bah, toutes c'est les ICO, la recherche, hein, la finance de BPI. Hein. Crédit ouais, c'est impôt ça. recherche, entreprises innovantes, on les cherche tous, ces subventions. C'est ça. C'est clair, Donc c'est Phil, clair. on a aussi sur une subvention européenne d'1 million d'euros. Phil vous mettra le lien en même temps que je parle. D'accord. Euh, pour justement la partie de l'intelligence artificielle. Donc on va la chercher avec un partenaire. Et c'est parce qu'en fait, justement, quand Olivier Alirol, notre CIO, travaillait au financement de l'innovation, il a monté justement plein de dossiers pour BPI, pour des startups, et plein de dossiers aussi justement au niveau européen. Donc il connaît bien Donc, ces mécanismes-là, et on ça va va le essayer d'en faire, profiter. c'est super. On C'est va cool. essayer d'en profiter. Ouais. Ah, donc Merci beaucoup. vous acceptez les euros, c'est ça? Oui, Vous oui, oui, passez tout à par, fait. vous passez par quel organisme? C'est que des virements, du coup, je pense, pas paiement par carte bancaire. Ouais, c'est par virement par carte bancaire. Et on a la société, j'ai mangé le nom, je suis désolé, avec qui on s'est associé pour les KYC, une société française. Je dis pas, Ouais, c'est Je- une société qui démarre, en fait. ouais, j'ai D'accord. mangé le nom, je suis vraiment désolé, je l'ai En plus en lien tête. avec l'AMF, du coup? Pardon? En lien avec l'AMF, du coup, cette. Ouais, en fait, c'est un autre organisme d'ailleurs, c'est pas tellement l'AMF qui s'occupe de ça. Eux, ils sont plutôt là, comme ils nous ont dit, pour garantir le sérieux de l'entreprise, qu'il y a un vrai but, un vrai projet, euh, et que ça soit pas bidon, quoi. En En fait, fait, eux, ils sont là pour l'AMF, garantir aux investisseurs qui misent pas dans une arnaque. Mais par contre, ils nous ont dit, nous à nous, qu'ils n'allaient pas interdire les ICO. C'est-à-dire qu'une ICO pourra quand même faire son ICO en France, même si elle n'a pas l'agrément de l'AMF. mais elle est sur Et une elle pourra, firme. d'ailleurs, ailleurs, hein, partout dans le monde, tu pourras avoir un visa de l'AMF. D'accord. Oh, Ils, ils veulent, ils veulent se positionner vraiment en tant que premier Ouais, mais organisme. visa de l'AMF, quand tu regardes qui aurait pu l'avoir, tu as des scams qui auraient pu l'avoir. Donc, ça, c'est un sujet à débat dont on ne rentrera pas ce soir. Alors, Sinon, Ah, ça va là, pas aller. là, ça commence à tarder. Sujet sensible. Moi, j'ai deux petites questions à finir, si je peux me permettre, Quentin. Alors, feu, Ça et puis après, intéresse on va clore les auditeurs. l'épisode. Est-ce que vous êtes encore en airdrop? Est-ce que vous êtes encore en bounty programme? oui, oui. Enfin, pour le Bounty programme, il est toujours en cours. Il est en cours jusqu'à la fin. Super. Et l'airdrop, je sais plus quand c'est qu'il se termine. Pour Là, il se l'instant, Là, il se termine. il se termine. Ouais. Bah, n'hésitez pas à mettre les liens du airdrop si se termine ce soir ou du bounty dans le chat, qu'on puisse, si jamais des personnes sont intéressées par participer à l'émergence de votre projet en France. En fait, on mettra les liens dans un ordre pour que ce soit facile à lire et qu'il y ait une Ouais. fluidité pour la On va compréhension, mettre je ça. pense. Voilà, Plutôt super. parce que là, je trouve que la présentation a été faite un peu de façon Ouais, bah, du coup, anarchique. Ça n'a pas été très clair, à mon avis.
Et, Vous avez beaucoup de mais on mettra les on va liens pas faire dans un ordre pour faciliter en fait la compréhension. Ça serait mieux pour tout le Eh monde. ben, nickel. Au top. C'est tout pour toi, Baptiste? Bon, une dernière pour la route. Vous êtes en France du coup? Tous basés ou du tout? Oui. D'accord. En Vos, fait, oui. vos locaux sont basés où d'ailleurs? le siège est à Lyon, est basé à Lyon. Et donc, La par banque exemple, est en France. ouais, la banque est à Lyon aussi. Et moi, par exemple, je suis de Nantes. Voilà. Eh ben, Mais super. autrement- On a C'est Thalia, nickel. Miquel de Strasbourg, Résurgence de Marseille et Métis de Lyon. Voilà, Résurgence, c'est notre en fait, directeur de recherche et développement qui s'appelle Samuel Tronçon, qui est un ancien du CNRS, qui est développeur et qui a un incubateur avec 40 jeunes dedans. Il a 3 sociétés. Il travaille beaucoup pour le gouvernement sur le big data, où ils analysent complètement des quartiers. Et donc, c'est avec cette équipe-là qu'on travaille sur les développements. Et voilà, le graphiste, il est de Nantes, mais là, il déménage, il part à Nice, mais on en a aussi sur Nantes. Et pour tout ce qui est architecture de la plateforme et de notre blockchain, c'est la société Thallium qui est basée à Strasbourg. Bon, bah, ça fait des beaux points partout en France. C'est bien ça. Eh ben, au top. Ouais. Mais en fait, on part vraiment du principe que pour innover, il faut sortir du cadre. C'est-à-dire que il faut faire entrer des experts d'autres domaines que le nôtre, avec des cadres de travail qui sont différents, puisque en France, on a la chance d'avoir une très très bonne recherche, mais c'est très spécialisé, avec des barrières de pensée bien spécifiques, des cultures spécifiques. Et pour créer l'intelligence collective nécessaire à l'innovation, on croit beaucoup dans les projets collaboratifs. Et on pense que la plateforme peut amener ce type de projet-là. Baptiste, j'ai envie de citer Laurent, mais 1 plus 1 égale 1. Non, c'est 1 égale 1, simplement. Mais, Oh, c'est bon, excuse-moi, je me suis trompé. Bon, sur non, en ces tout belles cas, c'est une très paroles, belle phrase, hein. C'est ça, très belle phrase pour finir. Vous avez bien géré Connecti. Merci Connecti, bon vent. On verra si on vous donne le tampon Trading Point, on réfléchira à tout ça. yes. Au C'est top. très gentil de votre part en tout cas. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre accueil. Alors, d'abord, je tiens juste à dire quelque chose. Alors, ceci n'était pas du conseil en investissement. C'était juste la présentation d'une idée qui me paraît bonne. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est voilà, c'est le partage de connaissances, la connaissance. Enfin, c'est comme ça qu'on a inventé le monde, hein. Enfin, ça paraît bête, mais c'est des petites choses comme ça qui, selon moi, ça vaut peut-être le coup d'y croire, au moins, juste d'y croire. Bah écoutez, ouais, sur ces belles paroles, il est vraiment temps de se quitter. Merci à l'équipe, comme d'hab, c'était au top. Merci à tous. Bravo, merci. Phil, Stéphane, nickel aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. On applaudit Merci à vous pour le bien temps. fort Connecti. Bon, Merci. allez, Merci. eh ben Allez, écoutez, courage à vous et puis à bientôt. rendez-vous sur Merci. sur le Discord juste après, hein. Et puis bah, la semaine prochaine, j'ai envie de dire, avec Stupid Economics Merci à normalement. tous. Salut les crypto dingos. Très très Ciao. Allez, bisous. bonne Merci. Je sais pas soirée. si vous avez une question dans le chat. Ciao.